Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux activités sociales et culturelles, mais plus spécifiquement encore aux critères d'ancienneté, qui est un des critères qui est très largement pratiqué par les CSE pour déterminer les conditions d'accès aux activités sociales et culturelles. On va passer une petite heure ensemble qui sera notamment dédiée à traiter les questions que vous allez pouvoir nous communiquer à travers le chat. On va commencer par se présenter. Mon nom est Aurélien Ladurée, je suis juriste en droit du travail au sein du cabinet d'avocats Atlante. Nous sommes un cabinet qui est spécialisé dans le domaine du droit du travail et plus spécifiquement encore qui est exclusivement dédié à l'accompagnement, au conseil, à la formation des représentants du personnel et des salariés. Et je suis évidemment aujourd'hui accompagné par Pierre Lescarbotte que je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous, donc Pierre Lescarbotte de Secafi. Donc nous, notre activité, vous la connaissez déjà d'ailleurs sûrement, c'est d'accompagner les élus sur les informations, consultations, donc sur les enjeux entre guillemets au niveau de l'entreprise, mais aussi d'accompagner les élus dans leurs sujets entre guillemets plus CSE, c'est-à-dire par exemple, et on va le voir au cours de la présentation, sur par exemple le suivi budgétaire, l'établissement des comptes du CSE, etc. Et donc je vais vous partager le support. On va pouvoir commencer. On va le balayer assez rapidement ensemble. Et je vous propose de répondre à vos questions, alors que ça soit d'ailleurs au cours de la présentation ou alors à la fin, bien sûr, il y aura bien sûr un temps pour répondre à tout ça. Tac. Alors, vous aurez tout à fait le support, il vous sera transmis juste après le webinaire. Tac. Hop, et là, je vous le mets en plein écran. Alors, ce qu'on vous propose pour être le plus efficace possible, c'est effectivement d'articuler notre présentation en rappelant un certain nombre de principes fondamentaux dans le domaine des activités sociales et culturelles. Le rappel de ces principes nous paraît indispensable pour ne mieux qu'aborder effectivement les conséquences de cette fameuse décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2024, dont vous avez vraisemblablement tous entendu parler, et des réactions, des constats qui doivent être les vôtres consécutivement à cette décision de justice et plus encore aux pratiques que vous devez nécessairement réviser. Je propose, si on est d'accord, Pierre, de commencer directement par rappeler les fondamentaux sur les activités sociales et culturelles. Tout à fait, avec grand plaisir. Mais tout d'abord, on va vous envoyer un petit sondage. N'hésitez pas à répondre directement sur Teams par rapport à si vous avez décidé de moduler votre offre ASC depuis cette fameuse décision, puisqu'on va le voir, il va bien sûr y avoir des enjeux budgétaires, d'autant plus grands d'ailleurs de les entités qui présentent un turnover assez important. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une activité sociale et culturelle selon la loi? Donc on va voir la perception du législateur et de l'URSSAF n'est pas nécessairement la même. Alors, au sein du Code du travail, 4 critères cumulatifs vous sont proposés pour définir une activité sociale et culturelle. Ceux-ci vous sont donc indiqués sur la slide. L'activité doit être facultative, donc pas obligatoire, mais d'autant moins dans le cadre d'ailleurs du travail. L'activité doit être ouverte à tous, et c'est d'ailleurs, je pense, en ce sens que la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son verdict, ouverte à tous les salariés, tous les stagiaires, et peuvent potentiellement, c'est à vous de le définir, être ouverte à d'anciens salariés et aux membres de la famille. Cette activité doit être attribuée sans discrimination. On va le voir juste après, mais il y a quand même bien sûr la possibilité, et vous le faites d'ailleurs probablement dans vos CSE, de mettre en place des critères sociaux. Et l'activité doit donc avoir pour but d'améliorer les conditions de bien-être des salariés. Alors, toujours dans cette même définition, qu'est-ce qu'une activité culturelle, sociale et culturelle, selon la loi? Comme je vous le disais à l'instant, l'activité doit être ouverte à tous les salariés, tous les stagiaires. Et la loi précise salariés et stagiaires sans distinction, que ce soit le type de contrat, CDI, CDD, alternance, catégorie professionnelle, cadre, employé, etc. Temps de travail, on ne peut pas moduler en fonction de ce critère, que ce soit du temps plein, du temps partiel. La présence effective, par exemple, un salarié en arrêt maladie, son contrat de travail est toujours en cours, et donc vous ne pouvez pas le priver d'ASC. Et ni, justement, au regard désormais de l'ancienneté. L'activité doit être attribuée, je vous l'évoquais aussi à l'instant, sans discrimination. Aucune discrimination ne doit exister dans l'accès aux ASC, nous précisait la Cour de cassation en 83. Ça commence à remonter. Donc, par exemple, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation aussi par rapport à l'appartenance syndicale. Bon, ça semble un peu logique de ne pas pouvoir moduler l'offre des œuvres sociales en fonction de ce critère. Cependant, et c'est ce que je vous disais en préambule,
Le montant de la prestation versée peut varier, et donc selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés. Alors j'ai tendance à dire que c'est une forme quasiment de discrimination positive. Donc en fonction notamment, c'est ce qui est le plus souvent retenu, du quotient familial ou du revenu fiscal de référence afin, entre guillemets, de procurer, d'améliorer les conditions de travail et du bien-être des salariés les plus précaires. Donc les critères doivent être connus de tous au sein de l'entreprise et la variation du montant de la prestation ne doit pas priver quelqu'un de ces mêmes prestations. Alors, toujours, qu'est-ce qu'une activité sociale et culturelle? Selon la loi, donc le CSE est libre et a même le monopole de ses activités sociales et culturelles et définit donc sa politique en la matière. L'interférence de l'employeur qui vous forcerait à réaliser X ou Y activité peut relever donc du délit d'entrave. Euh, donc le CSE peut cependant déléguer la gestion à l'employeur pour certaines prestations. C'est peut-être le cas d'ailleurs de votre CSE ou à des associations. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc ça peut s'agir soit d'activités individuelles, donc tous les bons d'achat, la billetterie, titres restaurant, etc. Bon, vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Et d'activités collectives, qui est peut-être le but d'ailleurs premier à l'origine du CSE lors de sa création à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc divers exemples qui vous sont indiqués ici. Je vois pas mal de questions fusées. C'est vrai que je me rends compte que ça va peut-être être compliqué de vous répondre en direct, mais on va essayer de reprendre le plus possible euh, vos questions par la suite et vous aurez de toute façon un sondage qui vous permettra de choisir d'être contacté éventuellement par nous. Donc on y répondra de toute façon exhaustivement par la suite. Donc quelles règles cette fois-ci? Le CSE doit respecter dans la mise en œuvre donc, de ces ASC. Donc cette fois-ci on parle de l'URSSAF. Alors, donc, deux choses différentes. Vous avez d'un côté le législateur qui a défini, comme on l'a vu à l'instant, les activités sociales et culturelles, mais pour qui, cependant, et Aurélien va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi par la suite, cependant a prévu que tous ces avantages soient théoriquement soumis à cotisation sociale. Or, l'URSSAF, à travers la cause, donc en fait, la cause, c'est le regroupement de tous les URSSAF, donc je vulgarise en disant simplement l'URSSAF, décide, donc admet au travers de tolérances administratives le fait que certaines prestations soient exonérées de cotisations sociales, dans le but, de toute façon, de permettre au CSE d'exercer ses attributions et qu'il y a un intérêt donc, particulier à ce budget des ASC. Bon, et préciser que toute somme ou avantage en nature, par contre, en effet, ne fait pas partie des tolérances URSSAF et en théorie soumis à cotisations et contributions sociales. Donc on peut arrondir quelque chose comme 50%, donc c'est quand même pas rien. Donc, tolérance administrative, par exemple, pour les bons d'achat, vous connaissez tous le plafond des fameux 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette année, 193 €. Plafond qui avait été relevé, vous l'avez peut-être vécu au cours du Covid, puisque le CSE avait du mal à organiser de nombreuses activités, compte tenu du fait qu'on était tous cloîtrés chez nous. Et donc, il y avait eu ce relèvement à cette époque. Je vais redonner la main à Aurélien sur la jurisprudence. Oui, alors on en vient à cette fameuse jurisprudence, encore une fois, de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2024. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que cette décision de justice, personne ne l'avait vu forcément arriver. Et on va dire, et vous la retrouverez d'ailleurs dans l'annexe du support, sa version intégrale. Et au terme de cet arrêt, la Cour de cassation indique que c'est à la seule et unique qualité de salarié ou de stagiaire que confère le droit d'accéder aux activités sociales et culturelles. Alors, c'est peut-être quand même un peu intéressant de recontextualiser le contexte et les faits dans lesquels, effectivement, au final, la Cour de cassation a rendu cette décision. L'histoire était la suivante. Un CSE, Groupama, avait décidé de modifier son règlement intérieur aux activités sociales et culturelles et avait décidé de déterminer une condition d'ancienneté de 6 mois pour pouvoir accéder aux activités sociales et culturelles du CSE. Sur ce point, on aurait pu se dire que ça n'était pas plus surprenant que cela, dans la mesure où l'URSSAF exprimait déjà et publiquement et sur son site le fait que celle-ci tolérait une condition d'ancienneté de 6 mois. Le CSE décide donc d'adopter au terme d'une délibération ce critère d'ancienneté de 6 mois et c'est là que les choses se gâtent puisqu'une organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise décide de contester ce critère puisque manifestement sa demande n'était pas entendue par le CSE et saisit la justice. La Cour d'appel, dans un premier temps, avait plutôt donné gain de cause au CSE, considérant que la condition d'ancienneté s'appliquait indistinctement à tous les salariés
et qu'elle n'y voyait pas un caractère, le cas échéant, discriminatoire. Vous l'avez compris, au final, la Cour de cassation ne l'entend absolument pas de cette oreille et considère qu'il suffit que le salarié soit salarié ou stagiaire pour qu'il ait accès aux activités sociales et culturelles. Alors, ce qui est important de relever avec cette décision de justice, c'est que la Cour de cassation ne parle pas de discrimination. Elle ne qualifie pas le critère d'ancienneté comme étant discriminatoire, mais la portée de sa décision de justice est telle qu'il va sans dire que si demain quelqu'un considérait que il avait été privé d'une activité sociale et culturelle au motif qu'une telle condition d'ancienneté lui avait été opposée, alors il est assez vraisemblable, pour ne pas dire certain, que ce critère serait, en cas de contentieux, considéré comme discriminatoire. Alors évidemment, cette décision de justice, elle conduit à s'interroger sur les conséquences d'une telle décision, mais plus encore sur qui pourrait avoir un intérêt à agir contre le CSE et sa politique sociale et culturelle, mais vous l'avez compris plus spécifiquement, si celui-ci subordonnait l'ouverture des activités sociales et culturelles à un critère d'ancienneté. Alors, premièrement, il faut évidemment envisager le salarié. Le salarié qui, à titre individuel, aurait été exclu du bénéfice d'une activité sociale et culturelle parce qu'il n'avait pas la bonne ancienneté. La deuxième, ça ne devrait pas vous surprendre au regard du contexte que je rappelais à l'instant, qui pourrait également saisir la justice, c'est une organisation syndicale, puisque vous avez compris que c'était déjà le cas dans l'affaire que je relatais tout à l'heure, puisque c'était une organisation syndicale qui avait saisi la justice. Qu'il s'agisse d'une action diligentée par un salarié ou par une organisation syndicale, le risque est évidemment majeur que le CSE soit condamné à rétablir, pour le coup, quand la demande est exprimée par un salarié, à servir l'activité sociale et culturelle dont il aurait été privé, ou, le cas échéant, à être dédommagé pour le préjudice dont il s'estimerait victime, au-delà également de l'éventuelle condamnation du CSE à supporter une partie des frais judiciaires que celui-ci aurait exposés, comme d'ailleurs le cas échéant l'organisation syndicale, dans le cadre de ce contentieux. Alors, Pierre, je te laisse parler, le cas échéant, effectivement, du risque au-delà du salarié et d'une organisation syndicale vis-à-vis de l'URSSAF. Tout à fait. Donc, comme on disait, il y a quand même une dissonance entre le législateur et l'URSSAF. Donc, suite à cette décision qui, en effet, a surpris tout le monde et ce critère étant toléré depuis belle lurette, en l'occurrence, donc, l'URSSAF n'a d'autre choix que de s'aligner sur le législateur. Et donc, en l'occurrence, l'URSSAF a publié récemment le fait que l'URSSAF commencerait, entre guillemets, à considérer ce critère, pour lui, en tout cas à son sens, comme discriminatoire, au 31 décembre 2025. Aurélien vous a précisé cependant que même si vis-à-vis de l'URSSAF, vous n'avez qu'à vous conformer que pour l'année civile 2026, le risque existe dès aujourd'hui en termes de justice, pas vis-à-vis de l'URSSAF. Donc, en l'occurrence, s'il y avait discrimination, ce serait, en 2026, l'intégralité des montants qui seraient subordonnés à l'ancienneté qui seraient redressés, qui donc seraient soumis à cotisation sociale. Donc, ça peut quand même chiffrer très, très vite selon les activités que vous proposez. Alors oui, peut-être juste pour compléter ce qui vient d'être dit par Pierre, c'est vrai qu'on attendait avec impatience consécutivement à cette décision de justice la position de l'URSSAF. On l'attendait avec d'autant plus d'impatience que, Pierre le rappelait à l'instant, ça n'aurait pas forcément été la première fois qu'il puisse y avoir une certaine dissonance entre une position exprimée par une juridiction et l'URSSAF. Pour illustrer mon propos, il faut savoir que la Cour de cassation considère par principe que toute activité sociale et culturelle est soumise à cotisation de sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle, quand Pierre rappelait les tolérances de l'URSSAF, ce sont des tolérances. Il n'y a pas un article de loi qui dit que sous telle et telle condition, telle et telle activité sociale et culturelle est exonérée de cotisation de sécurité sociale. Donc, on a enfin effectivement découvert la nouvelle position de l'URSSAF, qui effectivement, dorénavant, explique que tous les CSE doivent
au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, modifier ce critère d'ancienneté si celui-ci est pratiqué. Et il faut comprendre cette directive de l'URSSAF comme étant on sera tolérant jusqu'au 31 décembre 2025 si il existe toujours un critère d'ancienneté, mais on vous prévient, au-delà de cette échéance, vous serez vraisemblablement redressé. Tout à fait. Vous avez un exemple qui vous est donné par rapport au bon cadeau Noël. Par exemple, supposons que pour Noël 2026, ce soit subordonné à une condition d'ancienneté, alors classiquement c'était 3 ou 6 mois. En l'occurrence, vous serez redressé sur la totalité et l'URSSAF réclamerait son dû, ses cotisations sociales, sur des montants qui peuvent être quand même très élevés. Alors, je vous propose, donc, en passant à la slide suivante, de vous envoyer 2 petits sondages auxquels vous pouvez répondre. Le premier, c'est est-ce que vous avez mis à jour votre documentation interne, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait, par exemple, qu'une organisation syndicale puisse ester en justice pour exiger justement que ce critère d'ancienneté soit supprimé. La deuxième question qui va vous être posée et qui est un sujet majeur, on va le voir, c'est est-ce que vous avez déjà tenté de chiffrer l'impact budgétaire, puisque l'impact va être quand même très élevé, puisqu'en l'occurrence, vous allez être obligé de servir des salariés qui sont arrivés, par exemple, depuis quelques jours dans l'entreprise, mais qui vont contribuer à la masse salariale et donc à votre subvention que pour une partie de l'année. Et pourtant, ils pourront bénéficier de la totalité des prestations. Le véritable enjeu budgétaire se trouve à cet endroit et c'est un pilotage qui peut s'avérer compliqué où il faut prendre en compte le turnover de l'entreprise. Donc voilà, alors plusieurs possibilités, on va le voir, hein, mais peut-être faudra-t-il pour certains CSE revoir leur politique, entre guillemets, ASC à la baisse, puisqu'il y aura besoin de servir plus de gens et avec des ressources parfois moindres. Ça peut peut-être aussi être un argument pour échanger avec la direction sur le fait que le budget peut paraître parfois insuffisant si on souhaite maintenir un tel niveau de prestation et de bien-être aux salariés de l'entreprise. Alors, donc, quels sont les risques, on vient de l'évoquer, pour appliquer cette condition? Donc, il va falloir réviser donc, votre politique ASC et réfléchir donc, au budget, assumer un niveau de prestation donc, non prévu initialement. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez revoir cette scale à la baisse? Est-ce que vous allez accepter peut-être un déficit cette année? Est-ce que vous allez renégocier éventuellement un taux de subvention supérieur? Vous pourrez faire face à des actions, qu'elles soient individuelles par des salariés se sentant lésés ou par des organisations syndicales, est-ce qu'il pourrait avoir un impact financier? Et donc, c'est ce qui vous est précisé sur ce dernier point, peut-être devoir faire face donc, à des réductions de prestations. Je vais redonner la main à Aurélien. Oui, alors vous l'avez compris, cette décision de justice implique nécessairement, sauf à préférer prendre le risque, et vous comprendrez que ça n'est évidemment pas une position que par principe nous vous conseillons. C'est, on va dire les choses comme ça à ce stade, vous questionner sur la politique sociale et culturelle qui est la vôtre. Il y a un point qui me paraît important de rappeler. Il va falloir que cela soit très clair, à mon sens, dans vos esprits. C'est qu'il y a l'URSSAF pour lequel vous avez compris qu'elle vous donne jusqu'au 31 décembre 2025 pour, quelque part, vous mettre en conformité. Il n'en demeure pas moins que un salarié aujourd'hui, une organisation syndicale aujourd'hui, peut malgré tout, même s'il y a cette tolérance de l'URSSAF qui existe par ailleurs, introduire une action judiciaire contre le CSE. Donc, ce que je veux vous dire en d'autres termes, c'est que le risque judiciaire, aujourd'hui, il est présent, et j'irai même plus loin, il vaut également pour les situations, le cas échéant, passées. En d'autres termes, si un salarié l'année dernière fraîchement embauché a été privé des activités sociales et culturelles, celui-ci pourrait aujourd'hui se retourner contre votre CSE et demander à voir quelque part le préjudice qui a été le sien parce qu'il aurait été privé en 2023 d'une activité sociale et culturelle, d'en demander réparation. Donc, le constat qui est le nôtre, c'est que il n'y a pas de temps quelque part à perdre. Plus rapidement, vous allez pouvoir effectivement modifier votre politique sociale et culturelle, plus cela diminuera potentiellement les risques.
Alors évidemment, deux questions, dont une première qui est un peu rhétorique, c'est évidemment si vous ne recourez pas aux critères d'ancienneté, il n'y a pas vraiment de questions à se poser au regard de cette décision de la Cour de cassation. En revanche, si pour toute ou partie de vos activités sociales et culturelles, vous avez subordonné l'accès à cette activité sociale et culturelle à une condition d'ancienneté, il est évidemment essentiel que vous procédiez effectivement à une identification évidemment de celles qui font l'objet d'un critère d'ancienneté, du nombre de salariés qui potentiellement ont pu être privés de cette activité sociale et culturelle. Évidemment, se projeter sur, et si on abolissait ce critère d'ancienneté, qu'est-ce que cela pourrait donner en termes budgétaires, et plus encore, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir aussi supporter à ISO budget la même politique sociale et culturelle? Est-ce qu'il ne faut pas que nous appréhendions notre politique sociale et culturelle en des termes différents, voire même le cas échéant, que nous puissions avoir une politique sociale et culturelle probablement peut-être plus restrictive? Tout à fait. Je me permets de répondre directement à une question que je vois beaucoup revenir sur le chat. Le fait de proratiser, en l'occurrence, une prestation par rapport à de l'ancienneté, c'est exactement la même chose que de subordonner l'accès ou non à cette prestation à de l'ancienneté vis-à-vis du législateur. Donc, en effet, à ne pas faire depuis cette jurisprudence. Alors, pour cette toute dernière slide, avant d'essayer de répondre aux plus de questions possibles, donc par rapport à ce critère d'ancienneté, quelles étapes suivre avec vos conseils, les externes et vos experts? Tout d'abord, analysez vos pratiques. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quels sont les objectifs? Étudiez vos documents, règlement intérieur, charte, entre guillemets, ou règlement des ASC, voir s'il y a des conditions d'ancienneté qui y sont. Et donc, avoir bien en mémoire les obligations. Je vais peut-être répondre indirectement à certaines questions, mais encore une fois, il y a cette fameuse dissonance entre le côté légal où, dès aujourd'hui, et même dès le 3 avril, vous pouvez être attaqué pour avoir mis en place un tel critère, et l'URSSAF qui, lui, entre guillemets, va le tolérer jusqu'au 31 décembre 2025. Il faut vraiment avoir cette dissonance entre les deux, mais le mieux est donc de se conformer dès aujourd'hui pour éviter les problématiques légales. Alors, donc, quelles conséquences pour votre CSE? Donc, le risque et un chiffrage budgétaire. Encore une fois, dans des entités qui ont un turnover très important, ça peut aller très rapidement. Par exemple, une entreprise qui a recours à des CDD de 3 mois massivement pendant l'été, ça va être un impact monstrueux si les salariés vous demandent toutes les prestations dont ils peuvent bénéficier. Réfléchir à de nouveaux critères de modulation, vous accompagner donc pour mettre à jour votre réglementation, et donc la révision budgétaire donc, que j'évoquais à l'instant, et donc que ce soit Secafi, Atlante et au global, le groupe Alpha, on est bien sûr là pour vous accompagner sur tous ces sujets. Oui, et d'ailleurs sur ce point, un questionnaire vous sera envoyé pour savoir si vous voulez être contacté. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que l'abolition, en tous les cas, je pense qu'il faut le comprendre comme tel, de ce critère d'ancienneté, nous a conduit forcément à nous poser des questions sur que peut-on faire. Je suis désolé, mais il n'y a pas de formule magique, il y a pas une solution alternative qui s'impose d'emblée. Donc à chaque fois, ça va être du cas par cas. Ça va être du cas par cas parce que tout dépendra évidemment, vous l'avez compris, de votre latitude budgétaire et on sait qu'elle peut être très différente selon le nombre de salariés que vous représentez. Pierre l'évoquait, il y a la variable aussi de salariés en CDD, on pourrait également évoquer les intermittents, on pourrait évoquer aussi les journalistes pigistes qui n'accomplissent que quelques heures. Donc, à chaque fois, et on a commencé évidemment à accompagner un certain nombre de CSE sur ces sujets en croisant, et vous l'avez compris, nos compétences, on se rend compte qu'une solution qui aurait pu être apportée à un CSE sur un sujet n'est pas forcément transposable auprès d'un seul CSE. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons potentiellement de vous accompagner avec évidemment à chaque fois une analyse sur mesure. Et on peut difficilement effectivement l'avoir autrement parce que, encore une fois, est totalement dépendante des activités sociales et culturelles que vous entendez et que vous proposez aux salariés. Ce qui est sûr, c'est que ça va nécessairement générer, vous l'avez compris, des contraintes plus importantes, évidemment des contraintes budgétaires, mais probablement aussi en termes de gestion même de l'activité sociale et culturelle.
ce qui pouvait simplement, entre guillemets, se régler en vérifiant ou pas si le salarié avait une condition d'ancienneté suffisante, eh bien, évidemment, ça n'est plus possible. Cela va aussi et nécessairement impliquer des interactions, à mon sens, beaucoup plus intenses que vous ne pouviez potentiellement en avoir avec votre direction. À savoir que, à partir du moment où un salarié est potentiellement, dès son premier jour, éligible aux activités sociales et culturelles du CSE, il va falloir naturellement que votre employeur vous en informe en temps réel. Je vous le dis parce qu'effectivement, on sait que certains CSE recevaient des fichiers parfois tous les 2 mois, tous les 3 mois ou tous les semestres, indiquant les salariés qui effectivement étaient entrés en relation contractuelle ou qui étaient devenus, le cas échéant, stagiaires, ou le cas échéant qui quittaient les effectifs de l'entreprise. Vous comprendrez par conséquent qu'il va falloir, à mon sens, et c'est un sujet qui mérite pleinement d'être mentionné à l'ordre du jour de vos réunions de CSE, discuter de ce critère, de son abolition et surtout de l'exigence que vous allez demander à votre employeur que celui-ci désormais vous informe de qui est salarié et stagiaire et qui ne le serait naturellement pas. Et ça me paraît d'autant plus souhaitable que si demain un salarié se retourne contre vous ou au-delà du 31 décembre 2025, l'URSSAF considère que c'est discriminatoire parce que vous auriez privé un certain nombre de salariés ou de stagiaires et de facto vous redressera, que vous puissiez évidemment potentiellement vous retourner contre votre employeur. En substance, nous, on n'y est pas grand-chose. On l'a relancé à plusieurs reprises. Il devait nous communiquer en temps réel ces informations. On ne les a jamais reçues et ça n'est pas de notre fait quelque part. Ce qu'on peut effectivement maintenant vous proposer, vos questions sont extrêmement nombreuses, c'est de tenter effectivement de répondre à un certain nombre d'entre elles. Alors pendant notre présentation, je m'en suis noté quelques-unes, en tous les cas sur certaines thématiques. Alors d'abord des questions sur la notion de stagiaire ou de précision sur la notion de stagiaire. Le Code du travail, vous l'avez compris, ne rentre pas dans le niveau de détail de ce qu'est un stagiaire. Le Code du travail parle simplement de stagiaire, et d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, comme la Cour de cassation. En d'autres termes, est-ce que l'on peut faire une distinction entre, par exemple, les stagiaires qui sont en troisième et qui viennent faire un stage dans notre entreprise, des stagiaires qui seraient le cas échéant majeurs et qui suivraient un stage dans le cadre de leur parcours universitaire ou étudiant? Je suis désolé de devoir vous répondre. Pour moi, d'emblée, on ne peut pas faire de distinguo parce que de toute évidence, la Cour de cassation n'en fait pas, le Code du travail n'en fait pas, et nous n'avons pas identifié jusqu'alors de tempérament au regard des jurisprudences sur une éventuelle distinction qui pouvait être opérée. Bon, néanmoins, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il peut, le cas échéant, y avoir des activités sociales et culturelles qui puissent, au regard parfois des conditions générales de vente, des contrats que vous pouvez souscrire avec des opérateurs dans le domaine de ces activités, subordonner, entre guillemets, la convention ou le contrat à une personne qui serait majeure. Mais c'est loin d'être, entre guillemets, la règle et le principe général. Et en conclusion, non, nous, on ne vous invite pas à ce stade à faire de distinction entre les stagiaires de troisième, par exemple, et les autres catégories de stagiaires. Deuxième thématique qui revient de manière assez récurrente dans les questions que vous posez, c'est quelque part le lien qu'un certain nombre d'entre vous semblent établir entre le fait que un salarié, typiquement un stagiaire, ne concourrait pas forcément à la rémunération et donc plus exactement à la masse salariale qui sert d'assiette de calcul à vos budgets. Tu veux peut-être en dire deux mots sur ce sujet-là, Pierre? Oui, tout à fait, avec plaisir. Mais c'est ce que vous évoquez, Aurélien a indirectement répondu à cette question en partie, mais stagiaire rémunéré ou non, comme vous le disiez, Aurélien, vis-à-vis de la Cour de cassation qui ne fait pas de distinction, vous ne pourrez, à notre sens, pas en faire non plus. Et c'est une véritable problématique, puisque en effet, ces stagiaires, en l'occurrence non rémunérés, ne concourent pas à la masse salariale, ne concourent donc pas à votre subvention, et pourtant, ils ont le droit de bénéficier des mêmes activités sociales et culturelles. Ce qui a quelque part un sens, puisque parfois ce sont des salariés qui sont plus précaires
mais, mais vous ne pourrez plus le subordonner à un tel critère. Oui, et puis ce que je voulais dire surtout, c'est que la question ne se pose plus globalement. Si on parle des salariés, un certain nombre d'entre vous se questionnent manifestement sur le sujet, qu'un salarié soit en congé parental avec dispense totale d'activité, qu'un salarié ait son contrat de travail suspendu pour maladie, qu'un salarié soit dispensé de travailler parce que celui-ci, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, serait en congé de reclassement. Et je rappellerai que le salarié en congé de reclassement, son contrat de travail n'est pas encore définitivement rompu. Oui, d'accord, ces salariés ne se voient pas nécessairement verser en tant que tel par l'employeur une rémunération. Ce qui, a priori, conduit un certain nombre d'entre vous à en déduire que s'ils ne sont plus rémunérés par l'entreprise en tant que telle, ils ne concourent plus à la masse salariale sur la base duquel notre budget aux activités sociales et culturelles est calculé. Et d'en tirer une conséquence qui est pour le coup discriminatoire, qui serait de dire, par voie de conséquence, quand un salarié voit son contrat de travail suspendu, il n'est plus éligible aux activités sociales et culturelles. Eh bien, c'est une erreur. C'est évidemment une cause potentielle de redressement de l'URSSAF. Encore une fois, vous ne pouvez pas, au motif qu'un salarié verrait son contrat de travail, par exemple, suspendu, le priver d'accéder aux activités sociales et culturelles, comme par ailleurs, et dans une autre catégorie rappelée à l'instant, sur la question des stagiaires. Peu importe que le stagiaire soit ou pas indemnisé et ou rémunéré, il est, selon la Cour de cassation et le Code du travail, un ayant droit à part entière de vos activités sociales et culturelles. Il y a également parmi vos questionnements celle de mais est-ce qu'on peut distinguer cadre, non cadre? Bon, là, c'est très clair, pas de distinction en fonction du statut du statut du salarié. Ça serait une pratique qui, à mon sens et assurément, serait également considérée comme discriminatoire par l'URSSAF. Vous avez le droit de moduler votre niveau d'engagement sur telle ou telle activité sociale et culturelle en fonction du quotient familial, comme le rappelait Pierre tout à l'heure, de plafond de revenus, mais vous ne pouvez pas faire moduler ce niveau d'engagement de votre CSE en fonction du statut du salarié, comme d'ailleurs, vous ne pourriez pas purement et simplement priver des salariés ou toute une catégorie de salariés d'accéder à une activité sociale et culturelle au seul motif qu'ils seraient cadres ou, le cas échéant, auraient des niveaux de rémunération les plus élevés. Il faudra qu'il y ait nécessairement, et pour eux, un niveau d'engagement du CSE. Prenons un exemple de bon d'achat. Il faudra, si vous prévoyez une participation du CSE à la délivrance des bons d'achat ou à l'octroi de bons d'achat, qu'il y en ait manifestement une, peut-être plus faible si c'est votre choix, mais vous ne pouvez pas dire à ces salariés, non, vous aurez zéro de la part du CSE, parce que là, pour le coup, ça serait encore une fois de plus totalement discriminatoire. Tout à fait. Je me permets de rebondir sur une question que j'ai vue aussi passer un certain nombre de fois. Encore une fois, cette jurisprudence est assez récente et nous étions les premiers surpris et réfléchissons même toujours encore. Certains CSE se posent la question de proratiser la subvention au bénéfice des ASC, par exemple au mois le mois, de saucissonner, entre guillemets, les ASC par mois. Par exemple, un salarié aura le droit, dans le cadre par exemple d'une subvention par rapport au sport, supposons que vous octroyez 120 € par an. Un salarié aurait donc le droit à 10 € par mois. À notre sens, cela relève aussi du critère d'ancienneté. Ça reviendrait exactement à la même chose et ça serait considéré comme discriminatoire vis-à-vis de la Cour de cassation et de l'URSSAF. Et je rebondis aussi sur de nombreux commentaires, mais je ne vous fais pas dire que ça complexifie extrêmement, à mon sens, votre gestion budgétaire. Oui, alors toujours un peu dans la même veine, hein, le salarié en période d'essai, il est salarié. Donc, période d'essai concluante ou pas, non, dès le premier jour, il est éligible à vos activités sociales et culturelles. Je crois avoir répondu sur les salariés qui seraient en longue maladie. Ouais. Les stagiaires également. Alors, j'ai vu passer, moi, de mon côté, les intérimaires. Les intérimaires sont liés par un contrat de travail avec l'entreprise d'intérim, mais pas avec l'entreprise dans laquelle ils exercent.
Oui, alors il y a aussi une question sur les anciens salariés. Alors oui, les anciens salariés peuvent être éligibles à vos activités sociales et culturelles, mais ils n'en sont pas, entre guillemets, les bénéficiaires prioritaires. Vous l'avez compris, les salariés bénéficiaires, c'est les stagiaires, les salariés et la famille. Néanmoins, libre à vous, si vos latitudes budgétaires vous le permettent, d'ouvrir aux anciens salariés, avec une participation ou non du CSE à certaines de vos activités sociales et culturelles. Mais là, pour le coup, il faudra évidemment extrêmement bien définir ce que vous entendez par anciens salariés. Est-ce que ce sont tous les salariés qui, sur les 10 dernières années, les 15, les 20, les 30 dernières années, ont été à un moment ou pas liés par un contrat de travail à votre société? Est-ce que ce sont ceux uniquement qui ont quitté les effectifs de l'entreprise l'année dernière? C'est à vous de prendre un soin particulier à déterminer effectivement cette catégorie d'anciens salariés. J'ai vu également une question de l'un ou de l'une d'entre vous qui s'interrogeait, nous, dans le cadre d'une activité sociale et culturelle, et je crois que ce qui était évoqué, c'était la remise de chèques vacances, sauf erreur de ma part. On exige que le salarié le soit au 1er janvier. Est-ce que ça pourrait passer? Écoutez, moi, mon problème, c'est que cela impliquerait nécessairement donc de priver tous les salariés qui postérieurement le seraient après du bénéfice d'une telle commande. Et donc, ça me paraît éminemment discutable. Mais typiquement, sur le sujet qui est évoqué, à savoir celui des chèques vacances, en revanche, moi, ça ne me paraît pas aberrant de déterminer une période d'inscription. Alors évidemment, quand je dis ça, il faut être extrêmement précautionneux, c'est-à-dire qu'on peut admettre que les chèques vacances, ça ne se commande pas du jour au lendemain, ça a forcément des implications budgétaires différentes selon le nombre de salariés qui se déclaraient intéressés pour en recevoir. Donc on pourrait admettre qu'il puisse y avoir une période d'inscription avec l'exigence d'être un ayant droit à vos activités sociales et culturelles au moment de la période d'inscription. Mais en revanche, là où on va retomber un peu sur ce qu'on essaye de faire passer comme message, qui est que c'est vraiment du cas par cas, déterminer une période d'inscription qui aurait lieu, qui serait clôturée, on va dire, 6 mois, 7 mois avant l'événement pour lequel vous délivreriez une prestation sociale et culturelle, là, pour le coup, au regard de l'URSSAF et ou d'un salarié qui serait privé de cette activité, ça pourrait être sujet à caution. Donc, si vous souhaitez déterminer, pour reprendre encore une fois cet exemple des chèques vacances, une période d'inscription, il faut être en capacité de pouvoir la justifier. Encore une fois, il n'y a pas de problème, ça peut se comprendre, mais que quand vous portez à la connaissance des salariés cette période d'inscription, vous expliquez évidemment très clairement les raisons pour lesquelles il y a une date de début et il y a une date de fin, les raisons pour lesquelles, au-delà de cette période-là, vous ne serez pas en capacité de pouvoir servir les salariés, mais également pour être en capacité demain à l'URSSAF de dire, écoutez, nous voilà, ça a été très clair, la règle du jeu était la suivante, elle a été portée à la connaissance très largement des salariés. Fait. Ce serait le même exemple d'ailleurs pour les chèques Noël, bien sûr. Vous pouvez exiger au moment de la commande et pour des raisons de logistique qui s'expliqueraient vis-à-vis, je pense, du législateur et de l'URSSAF, une présence à un certain moment pour effectuer la commande. Ce serait impossible de faire des commandes unitaires, entre guillemets, un par un pour un salarié arrivant, de différents salariés arrivant tous les jours, entre guillemets. Alors là, il y a une autre question. Pour des événements comme par exemple la fête des pères, fête des mères Noël, nous demandons aux salariés d'être dans les effectifs de l'entreprise au moment de l'événement. S'il a quitté l'entreprise avant les événements, il n'a pas aujourd'hui droit, par exemple, au bon d'achat. Qu'en pensez-vous? Je pense que je viens directement d'y répondre. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Comment gérer quand l'activité, exemple colis de Noël, est liée à une contrainte avec une commande fournisseur? Je pense que ça rejoint exactement le même sujet. Il y a une question qui est entre guillemets un peu plus globale et générale sur, on va dire, le principe de bon d'achat avec les questions de plafond et par événement. Oui, je l'ai vu passer en effet. Alors, ouais. C'est un peu éventuellement complexe, mais soit dans le cas des bons d'achat, un chèque Noël, etc., il y a un plafond de 193 € par an. Cependant,
vous pouvez aussi utiliser ce plafond. Alors, il y a un schéma, c'est plus clair, et là, je peux pas vous en faire un tout de suite, mais ce plafond peut s'apprécier par événement. Par exemple, rien n'empêche de distribuer 150 € à Noël et 100 € pour la rentrée scolaire. Par exemple, ça déplace le plafond, mais puisque c'est compris dans 2 événements, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il n'y a ne serait-ce qu'une seule distribution en dehors des événements qui sont explicitement prévus par l'URSSAF, que vous pouvez regarder sur leur site, hein, Noël, fête des pères, fête des mères, même, il y a même la Sainte-Catherine, etc. Si une seule distribution se fait en dehors de ces événements, auquel cas, vous ne bénéficiez plus, entre guillemets, de ces événements, et l'URSSAF redressera dès le premier euro si vous dépassez ces fameux 193 € par an. C'est plus clair avec un schéma. Alors, il y a une question là, est-ce que l'on peut avoir une priorité aux personnes ayant un handicap, discrimination positive? Alors, en tout cas, j'ai vu dans un CSE une enveloppe supérieure pour certaines prestations dans le cadre de personnes handicapées, si ça peut répondre à votre question. Ça peut s'argumenter. Question, est-ce que le montant de l'aide peut être modulé en fonction du salaire de l'employé dans la structure plutôt que le salaire de référence de son foyer fiscal? Alors, je le vois dans certains CSE, je n'ai jamais vu l'URSSAF effectuer de redressement là-dessus, mais par contre, je trouve qu'en termes d'équité, ça a peut-être un peu moins de sens que de se fier au quotient familial ou au revenu fiscal de référence, puisque un salarié qui a un revenu, par exemple, faible pourrait avoir une famille richissime et vous ne le verriez pas. Donc, ça serait peut-être inéquitable d'une certaine façon, je trouve. Oui, et puis il est peut-être bon aussi de rappeler que quand des CSE entendent effectivement moduler leur niveau d'engagement financier au financement d'une activité sociale et culturelle en fonction de niveau de revenu, certains CSE demandent aux salariés de produire un bulletin de salaire. Le bulletin de salaire est un document qui est strictement privé. Il est quand même bon de le rappeler parce que la conséquence que je veux en tirer est la suivante, c'est qu'un salarié reste libre de vous produire ou pas ce bulletin de salaire. Néanmoins, s'il ne le produit pas, vous ne pouvez pas le priver d'un accès à l'activité sociale et culturelle. C'est-à-dire que la non-production d'un document personnel ne peut pas, sur une logique de bon d'achat, priver le salarié de ce droit. Vous pouvez, le cas échéant, c'est pas vous pouvez, c'est que vous devez, le cas échéant, prévoir à ce moment-là, en l'absence de production de ce document, le niveau de participation du CSE sera le niveau par défaut le plus faible. Et ça, c'est une pratique qui ne pose pas de problème, puisqu'elle garantit tout à la fois le droit du salarié de ne pas transmettre un tel document, tout en lui laissant ouvert l'accès à cette activité sociale et culturelle avec un niveau de participation effectivement minimum et par défaut. Ouais. Et pour l'avis d'imposition, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas obliger le salarié à vous le remettre. Cependant, rien ne vous empêche, si le salarié décide de ne pas vous le remettre, de l'inclure par défaut dans la tranche, entre guillemets, la moins favorable. Après, il y a aussi des enjeux, bon, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais ça pourrait être l'objet d'un webinaire entier. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que nous organisons des webinaires tous les jeudis à la même heure. Les enjeux aussi de RGPD, si vous collectez les avis d'imposition ou bulletins de salaire des salariés. Alors, je pense qu'on arrive vers la fin de ce webinaire, mais encore une fois, n'hésitez vraiment pas à répondre, que ce soit au sondage ou au formulaire, si vous souhaitez être contacté, on aura un grand plaisir à prendre vos questions individuellement et à s'adapter au cas par cas à votre situation, tout simplement. Voilà, écoutez, je crois avoir fait globalement le tour des principales thématiques qui étaient effectivement évoquées au cours de ce webinaire. Je vois des questions sur le revenu fiscal de référence, ça a été effectivement évoqué, les longues maladies, on en a parlé, les stagiaires naturellement, la notion de proratisation, alors oui, peut-être un sujet, vous l'avez compris, pas de proratisation. J'évoquais tout à l'heure, et on va en terminer effectivement par cette interrogation, on ne suspend pas l'accès aux activités sociales et culturelles au motif qu'un salarié verrait son contrat de travail suspendu, pas plus qu'on a le droit de proratiser le niveau de participation financière du CSE en distinguant le cas échéant selon que le salarié est à temps partiel ou à temps plein. Désolé de cette information si vous ne la connaissiez pas, mais encore une fois, ça pourrait être considéré comme discriminatoire. Voilà, écoutez, sur ce, au plaisir d'échanger avec vous très prochainement, on l'espère.
Et on vous remercie d'avoir été aussi nombreux et surtout n'hésitez pas à nous faire appel à nous. Très bonne journée à vous et bientôt bon appétit. Au Merci, revoir. au revoir.